Miami vient de devenir le théâtre de la plus grande opération jamais menée par le FBI contre le sport et la mafia. Plus de 500 arrestations, des millions de dollars de paris illégaux et la preuve que la mafia n'influençait pas seulement les matchs, elle les contrôlait. Mais une découverte choquante au cœur de cette affaire pourrait bouleverser la NBA. Analysons tout cela. La chute. Le matin du 23 octobre 2025 a commencé comme n'importe quel autre jour dans le monde du basket professionnel. Les joueurs se préparaient pour l'entraînement. Les entraîneurs visionnaient les vidéos des matchs. Les fans attendaient avec impatience une nouvelle saison passionnante de la NBA. Mais derrière des portes closes, des agents fédéraux se préparaient à mener l'une des opérations policières les plus spectaculaires de l'histoire du sport. Une descente coordonnée qui allait bouleverser le monde du basketball et mettre au jour une organisation criminelle dont l'audace semblait presque incroyable. Dans 11 États simultanément, des agents du FBI ont fait irruption dans les domiciles et les chambres d'hôtel de personnes qui vivaient, selon les termes des procureurs, dans un faux sentiment d'impunité et d'instabilité. Parmi les personnes arrêtées figuraient certains des noms les plus connus du basketball. Chauncey Billups, entraîneur principal des Portland Trail Blazers et MVP des finales NBA 2004, qui venait d'être intronisé au Basketball Hall of Fame. Terry Rozier, le garde des Miami Heat qui avait gagné des millions en tant qu'athlète professionnel, et Damon Jones, ancien joueur et entraîneur de la NBA, dont les relations s'étendaient à l'ensemble de la ligue. Mais ces sommités du basketball n'étaient que 3 noms parmi plus de 30 personnes qui se sont retrouvées en détention fédérale ce jour-là. Ces arrestations représentaient l'aboutissement des opérations Royal Flush et Nothing But Bet, 2 enquêtes fédérales interdépendantes qui avaient discrètement monté des dossiers pendant des années, documentant méticuleusement une vaste conspiration criminelle impliquant non seulement des initiés de la NBA, mais aussi des membres de 4 familles mafieuses new-yorkaises distinctes. L'ampleur de l'opération était stupéfiante. Les accusations étaient explosives et les preuves accumulées par les procureurs fédéraux brossaient un tableau de corruption qui s'étendait jusqu'au cœur même de la ligue sportive professionnelle, la plus populaire des États-Unis. Lors d'une conférence de presse bondée à Brooklyn, le directeur du FBI, Kash Patel, s'est tenu devant un mur de représentants des forces de l'ordre et a prononcé un discours qui allait faire la une des journaux pendant des semaines. Ses propos étaient mesurés mais dévastateurs, car il décrivait l'ampleur de ce que les enquêteurs avaient découvert. Une entreprise criminelle qui aurait escroqué des victimes de dizaines de millions de dollars grâce à 2 stratagèmes distincts, mais qui se recoupaient. Le premier stratagème concernait des parties de poker à enjeu élevé qui étaient complètement truquées à l'aide d'une technologie qui semblait tout droit sortie d'un thriller hollywoodien. Les procureurs fédéraux ont allégué que des membres des familles criminelles, Bonanno, Gambino, Genovese et Lucchese, 4 des 5 grandes familles mafieuses de New York, avaient collaboré dans le cadre d'une alliance rare pour organiser des parties de poker clandestines, où la maison gagnait toujours, car elle pouvait littéralement voir les cartes de tout le monde. Les parties se déroulaient dans certains des endroits les plus exclusifs que l'on puisse imaginer. Des appartements de luxe à Manhattan, de vastes propriétés dans les Hamptons, des casinos scintillants à Las Vegas et des lieux somptueux à Miami. Les victimes étaient des personnes fortunées, des hommes d'affaires, des artistes, des gros joueurs à la recherche du frisson de la compétition contre d'anciens athlètes professionnels. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à partir du moment où ils s'asseyaient à ces tables, ils n'avaient aucune chance. La technologie utilisée pour tromper ces joueurs peu méfiants était remarquablement sophistiquée et d'une efficacité troublante. Les machines à mélanger les cartes avaient été secrètement modifiées pour lire les cartes du jeu et transmettre sans fil ces informations à des opérateurs situés loin de la table. Des tables à rayons X avaient été construites pour révéler les cartes, même lorsqu'elles étaient face cachée, rendant chaque main transparente pour ceux qui participaient au complot. Les cartes à jouer étaient marquées à l'encre invisible, visibles uniquement à travers des lentilles de contact ou des lunettes spéciales portées par les conspirateurs. Des caméras cachées étaient intégrées dans les luminaires et autres installations de la salle, transmettant les informations à un réseau de complices. Le fonctionnement était le suivant. Après que les machines à mélanger truquées aient lu les cartes, ces informations étaient transmises par téléphone portable à une personne assise à la table, appelée le quarterback. Cette personne transmettait ensuite secrètement les informations aux autres complices assis autour de la table, qui travaillaient de manière coordonnée pour garantir un gain maximal. Ces complices jouaient leurs mains en sachant parfaitement ce que les autres avaient en main, pariant agressivement lorsqu'ils savaient qu'ils allaient gagner et se couchant lorsqu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Pour les victimes, il semblait simplement que ces joueurs avaient une chance extraordinaire ou possédaient un instinct incroyable pour le poker. En réalité, ils agissaient en fonction d'informations qui rendaient la victoire inévitable. Mais la technologie seule ne suffisait pas pour que ce stratagème fonctionne. Les conspirateurs avaient besoin d'un moyen d'attirer des victimes fortunées vers ces jeux, des personnes aux poches bien remplies qui seraient prêtes à risquer des sommes importantes. C'est là que les joueurs de basketball sont entrés en scène. Chauncey Billups et Damon Jones ont été accusés d'avoir servi de carte-face, selon les termes des procureurs, c'est-à-dire des célébrités dont la présence à la table de poker attirait d'autres joueurs désireux de vivre l'expérience, de rivaliser avec des légendes de la NBA.
Des informations ont même fait état de la participation de Kevin Garnett, membre du Hall of Fame de la NBA, à ces parties, bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune accusation et qu'il n'y ait aucune preuve qu'il était au courant de la manipulation. La présence de ces stars du basketball donnait aux parties un air de légitimité. Qui aurait pu soupçonner qu'un entraîneur respecté de la NBA ou un ancien joueur très apprécié était impliqué dans une fraude criminelle? Les procureurs ont affirmé que les victimes venaient de tout le pays pour avoir la chance de s'asseoir à une table de poker avec Chauncey Billups, sans imaginer que tous les autres participants à cette table, du croupier aux autres joueurs, étaient complices de l'arnaque. En fait, ce n'était même pas un secret dans certains cercles de la communauté professionnelle du poker. Une preuve remarquable a été révélée sous la forme d'un extrait de podcast datant d'août 2023, soit plus de 2 ans avant les arrestations, dans lequel le joueur de poker professionnel Matt Berkey décrivait avoir été confronté à ce même stratagème. Dans l'épisode 277 de son podcast Only Friends Podcast, Berkey raconte avoir été averti d'un jeu qui avait commencé à Los Angeles et s'était déplacé à Las Vegas, construit autour de Chauncey Billups comme attraction. Lorsque l'extrait du podcast a refait surface après les arrestations, il est rapidement devenu viral, accumulant plus de 767 000 vues, les gens s'émerveillant de la façon dont Berkey avait en quelque sorte prédit tout le scandale des années avant que les forces de l'ordre ne le rendent public. Il a décrit comment des amis qui avaient assisté à ces parties avaient rapporté que des personnes qui ne comprenaient manifestement même pas les règles du No Limit Hold'em réussissaient d'une manière ou d'une autre à miser des centaines de grosses blinds avec des quintes par le ventre et à les remporter à des taux impossibles. Seuls les joueurs professionnels semblaient en perdre. Le schéma était évident pour quiconque y prêtait attention, mais les victimes n'avaient aucun recours, en particulier lorsqu'il s'agissait de personnalités de premier plan qui avaient un poids et une influence considérables. Selon l'acte d'accusation fédéral, un incident documenté en 2019 a vu un jeu à Las Vegas escroquer des victimes de 50 000 $ en présence de Billups. Mais ce n'était qu'une nuit, un seul jeu. Au fil des ans, les procureurs ont estimé que les victimes avaient perdu au moins 7,15 millions de dollars dans ces opérations truquées. Et lorsque les gens ne pouvaient ou ne voulaient pas payer leurs dettes de jeu, les familles mafieuses fournissaient des services de recouvrement, menaces de violence, extorsion et, dans certains cas, vol à main armée pour récupérer ce qui leur était dû. Le stratagème du poker était déjà assez stupéfiant en soi, alliant à la perfection célébrité, technologie et crime organisé. Mais ce n'était que la moitié de l'histoire que les procureurs fédéraux ont dévoilée ce matin d'octobre. Le deuxième stratagème était sans doute encore plus insidieux, car il frappait au cœur même du sport, l'intégrité des matchs de la NBA. Le délit d'initié dans le basketball. Alors que l'opération poker consistait à utiliser la technologie pour escroquer des victimes fortunées dans des parties privées, la deuxième opération, baptisée Operation Nothing But Bet, représentait quelque chose de bien plus inquiétant. Un complot visant à manipuler les résultats réels des matchs de la NBA, puis à tirer profit des paris placés sur ces résultats manipulés. Il ne s'agissait pas seulement d'une fraude à l'encontre d'individus pris au hasard. Il s'agissait d'une fraude à l'encontre de l'ensemble du secteur des paris sportifs, d'une fraude à l'encontre des fans et d'une fraude à l'encontre du principe fondamental selon lequel les matchs qu'ils regardaient se déroulaient de manière équitable. Le procureur américain Joseph Nocella l'a décrit en termes très clairs lors de la conférence de presse. Et lorsque le directeur du FBI, M. Patel, a été pressé de caractériser ce que cela représentait, il n'a pas mâché ses mots. La comparaison avec le délit d'initié était pertinente. Tout comme les marchés financiers dépendant du fait que tous les participants aient accès aux mêmes informations au même moment, les marchés des paris sportifs sont censés fonctionner en partant du principe qu'aucun parieur n'a accès à des informations privilégiées qui pourraient lui donner un avantage déloyal. Lorsque quelqu'un peut placer un pari en connaissant des informations auxquelles les bookmakers et les autres parieurs n'ont pas accès, c'est tout le système qui s'effondre. Et c'est exactement ce que les procureurs ont allégué s'être produit lors de plusieurs matchs de la NBA entre décembre 2022 et mars 2024. L'acte d'accusation a nommé 6 accusés dans le cadre de ce système de paris. Eric Ernest, Marves Fairley, Shane Hennen, Damon Jones, oui, le même Damon, Jones que dans l'affaire du poker, Deniro Laster et Terry Rozier. Ensemble, ces personnes ont été accusées d'avoir utilisé des informations confidentielles et non publiques sur les matchs de la NBA pour placer ce que l'on appelle des paris spéciaux, c'est-à-dire des paris sur les performances spécifiques de certains joueurs, comme le nombre de points marqués, de rebonds captés ou de passes décisives effectuées. L'intérêt des paris spéciaux d'un point de vue criminel est qu'il n'est pas nécessaire de truquer le résultat d'un match entier, mais seulement d'influencer les statistiques d'un seul joueur. Le stratagème fonctionnait grâce à un réseau d'initiés de la NBA qui avait accès à des informations sensibles sur les blessures, les plans de match, la disponibilité des joueurs et les stratégies des équipes. Parfois, ces informations provenaient des joueurs eux-mêmes. Parfois, elles provenaient des entraîneurs ou d'autres membres du personnel de l'équipe. Mais quelle que soit la source, le schéma était le même. Une personne disposant d'informations privilégiées informait les conspirateurs,
qui se précipitaient alors pour placer des paris importants avant que les informations ne soient rendues publiques et que les cotes ne changent. Prenons le cas de Terry Rozier, le 23 mars 2023. Rozier jouait alors pour les Charlotte Hornets et, selon les procureurs, il a fait savoir à ses proches qu'il prévoyait de quitter prématurément le match de ce soir-là contre les New Orleans Pelicans, prétextant une blessure. Cette information était une mine d'or pour les parieurs, car les codes des paris spéciaux sur Rozier étaient fixés en partant du principe qu'il jouerait son temps de jeu habituel. Si vous saviez qu'il ne jouerait que quelques minutes avant de quitter le terrain, vous pouviez parier gros sur le sou pour toutes ces catégories statistiques, points, rebonds, passes décisives, et être pratiquement assuré de gagner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les associés de Rozier ont misé plus de 200 000 $ sur ces statistiques sous pour ce match. Rozier n'a joué que 9 minutes avant de quitter le terrain pour ce qui a été officiellement décrit comme une gêne au pied. Il a terminé avec seulement 5 points, 4 rebonds et 2 passes décisives, bien en dessous de toutes ses cotes. Les paris ont été très rentables, générant des dizaines de milliers de dollars de bénéfices. Selon les procureurs, les gains ont ensuite été livrés au domicile de Rozier, où le groupe a compté son argent. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus remarquable. Un médecin qui analyse les blessures sportives sur YouTube est revenu sur les images du match de cette nuit-là, et ce qu'il a découvert était stupéfiant. Le médecin a poursuivi son analyse, notant qu'après avoir quitté le terrain, Rozier s'était assis sur le banc pendant plus de 2 minutes sans montrer aucun signe de blessure. Pas de glace, pas de personnel médical pour s'occuper de lui, aucun signe indiquant qu'il souffrait. Ce n'est qu'à la toute fin du premier quart-temps que Rozier a soudainement commencé à s'occuper de son pied, après que suffisamment de temps se soit écoulé pour garantir que ses statistiques seraient inférieures à la moyenne. La conclusion du médecin était accablante. Les bookmakers avaient signalé une activité de pari inhabituelle ce matin-là. Un parieur avait placé 30 paris en seulement 46 minutes, tous sur les performances inférieures à la moyenne de Rozier, qui ont tous été gagnants. Un autre avait misé 13 759 $ sur des paris similaires. Les bookmakers ont immédiatement alerté la NBA, qui aurait retiré Rozier des matchs pour le reste de la saison, officiellement pour cause de blessure, mais des sources ont suggéré que c'était en réalité pour contenir ce qu'ils soupçonnaient être une manipulation des paris. La Ligue a mené une enquête et a initialement innocenté Rozier de tout acte répréhensible. Mais les procureurs fédéraux ont continué à monter leur dossier. Le système de paris ne se limitait pas à Rozier. Damon Jones a été accusé d'avoir divulgué des informations sur les stars des Los Angeles Lakers, notamment LeBron James et Anthony Davis. Le 9 février 2023, Jones aurait envoyé un SMS à ses associés pour leur demander de parier sur les Milwaukee Bucks, car LeBron serait absent en raison d'une blessure à l'aine, une information qui n'était pas encore publique. Les parieurs se sont précipités pour placer environ 100 000 $ de paris contre les Lakers, qui ont effectivement perdu après l'annonce de l'absence de LeBron. Plus tard, le 15 janvier 2024, Jones aurait divulgué qu'Anthony Davis aurait un temps de jeu limité et serait peu performant en raison d'une blessure, alors que Davis était officiellement répertorié comme probable. Une fois de plus, environ 100 000 $ ont été misés contre les Lakers. Cette fois-ci, cependant, le pari n'a pas été gagnant, Davis ayant bien joué malgré sa blessure, et les procureurs affirment que Jones a alors exigé le remboursement des parieurs pour le tuyau qui n'avait pas fonctionné. Le complot s'est également étendu à la manipulation des matchs des Portland Trail Blazers. Le 24 mars 2023, Eric Ernest aurait reçu un tuyau d'un ami qui entraînait l'équipe, identifié dans les documents judiciaires d'une manière qui correspond à la description de Chauncey Billups, bien que Billups n'ait pas été inculpé dans le cadre du complot de Paris, selon lequel les Blazers saboteraient le match pour obtenir une meilleure position au repêchage et que plusieurs joueurs clés ne participeraient pas au match. Les parieurs ont misé plus de 100 000 $ contre les Blazers, qui ont perdu par une large marge après l'annonce officielle de l'absence des joueurs. Il est à noter que ce système de paris n'était pas entièrement nouveau. Quelques mois avant ces arrestations, la NBA avait déjà été confrontée à un scandale similaire impliquant l'ancien joueur des Toronto Raptors, Jontay Porter, qui avait été banni à vie après avoir délibérément sous-performé lors de matchs afin d'aider des associés à gagner des paris spéciaux. Porter avait plaidé coupable de fraude électronique et de complot dans une affaire que les procureurs ont directement liée à cette enquête plus large. En fait, certains des mêmes parieurs étaient impliqués dans les deux stratagèmes, créant ainsi un schéma de complicité entre des initiés de la NBA pour manipuler les matchs à des fins lucratives. Lors de la conférence de presse, la commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, a détaillé comment l'enquête avait permis de mettre au jour ce réseau. Les mécanismes utilisés par les conspirateurs étaient sophistiqués. Ils faisaient appel à des prête-noms, c'est-à-dire des personnes qui plaçaient des paris pour le compte d'autres personnes afin d'éviter toute détection et de maximiser les montants missés avant que les bookmakers ne s'en aperçoivent. Ils utilisaient également des plateformes de paiement peer-to-peer, des virements bancaires et même des crypto-monnaies pour blanchir leurs gains illégaux et rendre la trace de l'argent plus difficile à suivre. Au total, les procureurs ont estimé que ce système de paris frauduleux portait sur des centaines de milliers de dollars.
avec des pertes prévues pour les bookmakers et les autres parieurs se chiffrant en millions. Mais ce qui rendait ce scandale particulièrement troublant, c'est qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés. Les procureurs fédéraux ont mis en évidence au moins 7 matchs spécifiques au cours desquels des informations privilégiées ont été utilisées pour placer des paris frauduleux, impliquant plusieurs équipes, notamment les Charlotte Hornets, les Portland Trail Blazers, les Los Angeles Lakers, les Toronto Raptors et les Orlando Magic. Et les enquêteurs ont clairement indiqué que ce n'était probablement que le début. Comme l'a déclaré un responsable, cette affaire ne représentait que la partie émergée de l'iceberg. Réfléchissez à ce que cela signifie pour tous ceux qui ont déjà regardé un match de la NBA, parié sur les performances d'un joueur ou simplement cru qu'ils assistaient à une véritable compétition sportive. Combien d'autres matchs ont pu être influencés par des stratagèmes similaires? Combien d'autres joueurs auraient pu être incités financièrement à sous-performer ou à quitter le terrain prématurément? Combien de fois les fans ont-ils vu ce qu'ils pensaient être une blessure légitime, pour découvrir des années plus tard qu'elle avait peut-être été simulée dans le but de générer des profits liés au pari? Un médecin qui a analysé ces situations a soulevé un point effrayant. Il a expliqué que dans de nombreux cas de blessures, la douleur peut être réelle, mais qu'il n'y a pas de résultats objectifs sur les scanners ou les tests. Le personnel médical n'a d'autre choix que de croire les joueurs qui se plaignent de douleur et de les retirer des matchs, même s'ils ne trouvent aucune cause physique évidente. Cela crée une vulnérabilité parfaite pour le type exact de manipulation que les procureurs ont allégué. Les implications vont au-delà des seules personnes arrêtées. Ces allégations jettent une ombre sur l'intégrité même des matchs de la NBA pendant cette période et soulèvent de sérieuses questions sur la surveillance de la Ligue et ses partenariats avec les sociétés de jeux d'argent. Les conséquences. Ces révélations ont provoqué une onde de choc dans le monde du basketball et ont déclenché de vifs débats sur les paris sportifs, l'intégrité et les frontières de plus en plus floues entre le sport professionnel et l'industrie du jeu. Mais malgré la gravité des accusations et des allégations, certains moments ont fait le buzz pour des raisons tout à fait différentes, soulignant à quel point ce scandale était étrange. L'un de ces moments s'est produit lors de la conférence de presse du FBI. Alors que le procureur américain Joseph Nocella énumérait soigneusement les équipes touchées par le scandale des paris, il a commis ce que l'on peut qualifier de spectaculaire lapsus, les Rangers de Toronto. Réfléchissez-y un instant. Les Toronto Raptors sont une équipe de la NBA. Les New York Rangers sont une équipe de la NHL. D'une manière ou d'une autre, alors qu'il annonçait l'un des plus grands scandales sportifs de l'histoire récente, le procureur américain a réussi à créer une franchise entièrement fictive qui aurait été une organisation transfrontalière et intersport vraiment remarquable. Cette gaffe est immédiatement devenue virale, les réseaux sociaux regorgeant de blagues sur les Toronto Rangers et leurs championnats imaginaires. Certaines personnes ont plaisanté en disant qu'elles achèteraient des abonnements pour cette équipe mythique. D'autres ont créé des maillots parodiques. Ce fut un bref moment de légèreté dans une situation par ailleurs grave, mais cela a également souligné quelque chose d'important. Même les procureurs fédéraux, avec toute leur préparation et leurs preuves, étaient humains et capables de commettre des erreurs sous la pression. Les réactions des personnes impliquées à l'annonce des arrestations ont été très variées. L'avocat de Terry Rozier a publié une déclaration qualifiant cette affaire de non-affaire ressuscitée et déclarant que Terry n'est pas un joueur, mais il n'a pas peur de se battre et qu'il a hâte de gagner cette bataille juridique. Rozier a comparu devant le tribunal fédéral d'Orlando après avoir été arrêté à son hôtel à la suite d'un match des Miami Heat et a été libéré après avoir mis en gage sa maison d'une valeur de 6 millions de dollars, avec pour condition l'interdiction de jouer. L'arrestation de Chauncey Billups a été tout aussi spectaculaire. L'entraîneur des Trail Blazers a comparu devant le tribunal fédéral de Portland et a été libéré sous caution, avec pour condition la remise de son passeport et l'interdiction de jouer. Lorsque les journalistes ont tenté de l'interroger à sa sortie du tribunal, Billups est resté silencieux, sans faire aucun commentaire sur les accusations. Son avocat a souligné l'intégrité de son client et a déclaré que Billups se défendrait vigoureusement contre ces accusations. Les Portland Trail Blazers ont immédiatement suspendu Billups et nommé l'entraîneur adjoint Thiago Splitter, entraîneur principal par intérim. De même, les Miami Heat ont suspendu Rozier pour une durée indéterminée en attendant l'issue de la procédure judiciaire. Ces suspensions ont provoqué une onde de choc dans les deux organisations, les obligeant à faire face non seulement aux défis immédiats liés au remplacement de personnel clé, mais aussi à des questions à plus long terme sur les conséquences de ces accusations pour leur franchise. Pour les fans des deux équipes, ces arrestations ont créé une situation surréaliste. La veille seulement, Portland avait débuté sa saison avec ce qui aurait dû être la célébration d'un nouveau départ sous la direction de Billups. La saison de Miami venait également de commencer, Rozier jouant un rôle clé dans leur arrière-cour. Soudain, les deux équipes se sont retrouvées plongées dans une crise sans précédent, leurs entraîneurs ou leurs joueurs risquant des dizaines d'années de prison s'ils étaient reconnus coupables, et leur avenir immédiat plongé dans le chaos. La NBA elle-même a publié une déclaration soigneusement formulée, soulignant sa coopération avec les autorités fédérales et son engagement en faveur de l'intégrité du jeu.
2 jours avant ces arrestations, le commissaire Adam Silver était apparu dans l'émission de Pat McAfee, où il avait discuté des efforts de la Ligue pour lutter contre la manipulation des paris et travailler avec des partenaires de paris sportifs afin de détecter les activités suspectes. Le timing n'aurait pas pu être plus ironique ni plus dévastateur pour la réputation de la Ligue. FanDuel et DraftKings, 2 des principaux partenaires de paris de la NBA, ont publié des déclarations soulignant que les plateformes de paris réglementées avaient joué un rôle crucial dans la détection de cette fraude, opposant leur système au marché de paris illégaux. Ils ont souligné que ce sont leurs alertes concernant des schémas de paris inhabituels qui ont permis de déclencher les enquêtes. Mais cet argument n'a pas suffi à apaiser les voix de plus en plus nombreuses qui réclament un réexamen fondamental de la relation entre le sport professionnel et l'industrie du jeu. Ce scandale a soulevé de profondes questions quant à la pertinence de l'adhésion de la NBA aux paris sportifs, à la suite de la décision de la Cour suprême de 2018 qui a légalisé les paris sportifs dans la plupart des États-Unis. La Ligue s'était empressée de s'associer à des sociétés de paris, intégrant les cotes et les informations sur les paris directement dans les diffusions et les plateformes numériques. Les stats des équipes affichèrent des publicités bien visibles pour les paris sportifs. Les joueurs et les entraîneurs apparaissaient dans des publicités pour des applications de paris. Tout l'écosystème avait été construit sur le principe que les paris sportifs pouvaient coexister avec la compétition athlétique sans corrompre les jeux eux-mêmes. Aujourd'hui, ce principe est réduit à néant. Les détracteurs ont souligné que ce scandale était exactement ce que les sceptiques avaient prédit. La création d'incitations financières massives pour manipuler les performances des joueurs conduirait inévitablement à la manipulation. Par ailleurs, le système de poker impliquant les familles mafieuses a révélé un niveau de sophistication criminelle qui semblait presque cinématographique. La collaboration entre 4 des 5 grandes familles criminelles de New York, les Bonanno, les Gambino, les Genovese et les Lucchese, a été qualifiée d'extrêmement rare par les forces de l'ordre. Ces familles étaient historiquement rivales, se disputant des territoires et des opportunités criminelles. Le fait qu'elles se soient associées de cette manière suggérait à la fois le potentiel de profits colossaux de l'arnaque et peut-être une adaptation inquiétante du crime organisé aux technologies et aux opportunités modernes. Les experts en criminalité organisée ont noté que ce niveau de coopération n'avait pas été observé depuis la formation de la commission mafieuse dans les années 1930, lorsque les 5 familles avaient convenu de règles régissant leurs interactions et le partage des entreprises criminelles. Le fait qu'elles aient accepté de collaborer dans le cadre de ce projet de poker, chacune assumant apparemment des rôles différents, allant de l'acquisition de technologies à la gestion des lieux en passant par le recouvrement de créances, démontrait à la fois la sophistication du crime organisé moderne et sa capacité à évoluer en fonction des opportunités changeantes. Cette collaboration a également révélé comment la mafia s'était adaptée à l'ère numérique. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des activités traditionnelles, telles que le prêt usuraire, FanDuel et DraftKings, 2 des principaux partenaires de paris de la NBA, ont publié des déclarations soulignant que les plateformes de paris réglementées avaient joué un rôle crucial dans la détection de cette fraude, opposant leur système au marché de paris illégaux. Ils ont souligné que ce sont leurs alertes concernant des schémas de paris inhabituels qui ont permis de déclencher les enquêtes. Mais cet argument n'a pas suffi à apaiser les voix de plus en plus nombreuses qui réclament un réexamen fondamental de la relation entre le sport professionnel et l'industrie du jeu. Ce scandale a soulevé de profondes questions quant à la pertinence de l'adhésion de la NBA aux paris sportifs, à la suite de la décision de la Cour suprême de 2018 qui a légalisé les paris sportifs dans la plupart des États-Unis. La Ligue s'était empressée de s'associer à des sociétés de paris, intégrant les cotes et les informations sur les paris directement dans les diffusions et les plateformes numériques. Les stats des équipes affichèrent des publicités bien visibles pour les paris sportifs. Les joueurs et les entraîneurs apparaissaient dans des publicités pour des applications de paris. Tout l'écosystème avait été construit sur le principe que les paris sportifs pouvaient coexister avec la compétition athlétique sans corrompre les jeux eux-mêmes. Aujourd'hui, ce principe est réduit à néant. Les détracteurs ont souligné que ce scandale